Et nous sommes en duplex avec le docteur Justine Avez-Couturier. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédiatre dans le service de neuropédiatrie et responsable de la consultation douleur de l'enfant au CHU de Lille. Avant de vous interroger, on va écouter le témoignage de Rachel. Elle a 10 ans, elle nous raconte avec ses mots d'enfant son quotidien et sa maman Fanny, elle aussi migraineuse. On se retrouve juste après. Mes crises de migraine ont commencé à l'âge de 5 ans. J'en ai 3 ou 4 par mois à peu près. Je suis fatiguée, donc j'ai l'impression d'avoir un tambour dans la tête. Je supporte pas le bruit et dès que je bouge un peu ma tête, ça me fait encore plus mal. Je m'étais inscrite à un cours de badminton qui était entre 18h et 20h. C'était trop tard pour moi et donc à chaque fois j'avais des migraines. J'ai dû arrêter parce que du coup j'étais fatiguée et j'avais faim. Les soirées pyjama, des fois on fait un peu moins de choses quoi, il faut se coucher assez tôt. Ça me gêne vraiment quand je fais beaucoup de choses, que je suis très fatiguée, mais si j'arrive à dormir assez, etc., ça va, j'ai pas trop de problèmes. À la maison, c'est plutôt quand je fais des écrans ou quand on se réveille très très tôt. Et à l'école, c'est plutôt parce que on regarde un film ou parce qu'il y a le TNI ou parce qu'il y a du bruit ou tout. Pas spécialement pour moi, mais ma maîtresse a mis en place des casques anti-bruit pour se concentrer quand on a un travail. De mon côté, j'en utilise aussi quand j'ai une migraine. Ça arrête un peu le bruit de mes camarades quand ils font trop de bruit. Je leur demande de se taire parce que c'est difficile de comprendre que quand on a des migraines, c'est très compliqué de supporter le moindre bruit. J'ai aussi un PAI en classe qui me permet d'avoir mes médicaments quand j'ai une crise. Il faut que j'aille voir la maîtresse, que je lui dise que j'ai une migraine et que j'ai besoin de mes médicaments, et après elle me les passe. Mes maîtresses ne comprennent pas forcément ce que c'est de vivre une migraine. Il faut vraiment que je dise les bons mots. Maîtresse, j'ai une migraine, j'ai besoin de mes médicaments pour qu'elle m'en donne. Il m'est arrivé que j'ai juste dit j'ai mal à la tête et là elles m'ont dit que ça allait passer ou que c'est parce qu'il faisait trop chaud. Ma maman est migraineuse depuis qu'elle est petite, donc elle comprend très bien ce que je vis. Quand j'ai une migraine, elle me dit de me mettre au calme ou de manger quelque chose. Elle dit aussi aux autres de se taire. Par exemple, mon petit frère qui parle assez fort. J'essaye de prévenir déjà ces migraines. J'essaye de faire en sorte qu'elle ait des horaires réguliers au niveau des repas, des couchers. J'essaye aussi de faire attention à elle quand elle est un peu trop excitée. Je sais que ça peut être un facteur déclenchant, donc des fois je lui dis de respirer, de se calmer. J'essaye de limiter aussi les écrans. À son âge, à 10 ans, c'est vraiment la période où ils ont envie d'en faire beaucoup, mais c'est un gros facteur déclenchant aussi. On fait attention au soleil, à mettre des chapeaux systématiquement, de se poser, de faire attention à elle et d'essayer de voir elle si elle sent des signes de migraine arriver. Le plus tôt ça vient, le plus tôt elle peut elle-même essayer peut-être de se reposer un petit peu, faire en sorte que la migraine ne se déclenche pas. Le principal, c'est vraiment les écrans. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui déclenche le plus les migraines, les soirées pyjama aussi avec les copines. Donc ça, malheureusement, on est obligé de limiter parce que soirée pyjama égale migraine aussi. Donc tout ce qui est sociabilité, en fait, de manière générale, dès que ça veut dire se coucher tard, c'est une migraine assurée. Et c'est dur en même temps de lui dire non, non, toi, t'as pas le droit à ça, alors que tout le monde oui. Elle sait que c'est pour elle et bon, elle voit bien que sinon, elle est la première à en souffrir. Donc on y arrive ensemble. On a la chance que, je dirais, les 3/4 du temps, le médicament fonctionne. Au bout d'une demi-heure, elle est soulagée. Après, il y a certaines crises, surtout celles qui surviennent en fin de journée, après une grosse fatigue. Parfois, il n'y a rien à faire, ça passe pas avant qu'elle ait passé une bonne nuit. En gros, faut juste qu'elle dorme et c'est le lendemain que ça ira mieux.
Il y a quand même une compréhension de ce que c'est d'être malade, que ce soit pour les migraines, les allergies, il y a plein de choses qui sont mises en place. Maintenant, on peut quand même prendre son traitement, ce qu'il faut, mais de manière globale, à l'école, au bureau, savoir dire j'ai ce problème, voilà ce que ça implique. Donc j'en parle déjà à l'enseignant à chaque fois, Rachel aussi, et c'est une enfant qui s'exprime bien, qui n'est pas timide. L'idéal, c'est sûr que ça serait d'avoir un petit coin pour pouvoir s'isoler. Et après, si la crise ne passe pas, c'est appeler les parents. Merci à Rachel et à Fanny pour ce témoignage. Une première réaction, docteur. Est-ce que les parents et les enfants que vous recevez pour la première fois en consultation sont dans la même situation ? Alors, ils vivent la même situation, mais je pense qu'ils ne le vivent pas tous de la même manière. Rachel et sa maman sont déjà très impliquées, très informées. On sent qu'elles ont déjà beaucoup analysé les choses. Et ils ne sont pas tous à ce niveau, on va dire, de compréhension de la maladie. Alors on va tenter d'en savoir plus grâce à vous, docteur. D'abord, quelques chiffres sur la migraine de l'enfant. Combien d'enfants souffrent-ils de migraine ? Alors, si on fait un calcul simple, la prévalence de la migraine chez les enfants et les adolescents, c'est environ 8%. Et on a en France environ 14 millions d'enfants et d'adolescents. Donc, on peut calculer rapidement qu'il y a environ 1 million d'enfants et d'adolescents migraineux en France. Ce sont essentiellement des filles, particulièrement à l'adolescence. La prépondérance féminine de la migraine dont vous avez parlé juste avant, elle émerge au moment de la puberté. Elle se voit un petit peu moins chez les enfants d'âge scolaire, école primaire, mais elle apparaît vraiment progressivement à la puberté. Parmi tous ces enfants migraineux, tous ne vivent pas la même chose et le niveau de gravité est variable et va surtout dépendre de la fréquence des crises. Quand elles sont très fréquentes, on parle de migraine chronique et c'est là que les patients sont très impactés par leur maladie. Et ça, toujours à partir de calculs simples, on peut estimer que ça concerne environ 150 000 enfants et adolescents en France. Oui, c'est ce que nous expliquait Rachel tout à l'heure, dont la vie est rythmée par les migraines. À quel âge se déclenchent les premières migraines en moyenne ? C'est très difficile de répondre à la question de l'âge de début moyen parce que c'est pas toujours bien identifié par les médecins ou par les parents qui ne connaîtraient pas la migraine. Mais en tout cas, on a beaucoup de patients pour lesquels ça a commencé pendant l'enfance et soit à l'école primaire, soit même parfois à l'école maternelle, donc chez des enfants très jeunes. Si on prend des chiffres plus globaux, chez les femmes, le pic est entre 16 et 33 ans, chez les hommes entre 11 et 25 ans, mais beaucoup de migraineux rapportent a posteriori un début dans l'enfance, parfois même avant 6 ans. Alors on imagine qu'une consultation avec un enfant n'est pas la même qu'avec un adolescent. Quelles sont les spécificités à prendre en compte chez les adolescents notamment ? En effet, les adolescents ne sont ni des enfants, ni des grands-enfants, ni des adultes miniatures. Ils sont vraiment très spécifiques, notamment parce qu'ils sont en recherche d'autonomie. Donc nous, on doit, les médecins, leur laisser une plus grande place dans la consultation. On doit les impliquer encore plus dans leur prise en charge, à moins qu'ils ne le soient déjà, comme le témoignage de Rachel le montre, par exemple. Mais c'est aussi très particulier pour les parents, cette période, puisque les parents sont toujours très impliqués dans la maladie chronique de leur enfant, mais à l'adolescence, ils doivent eux aussi laisser plus de place à leur adolescent et lâcher prise petit à petit. Et l'adolescent au collège et au lycée, c'est vraiment l'école qui va nous tenir à cœur. Y a-t-il des prédispositions à la migraine chez l'enfant ? Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'école quand même, si vous le permettez, parce que donc Rachel et sa maman ont parlé déjà un petit peu du sujet, mais notamment du PAI, qui est vraiment un outil central pour la prise en charge à l'école. Mais les livrets d'information vont aider les enfants à parler de leurs problématiques à leurs camarades, à leurs enseignants, et puis on va travailler avec les parents, les enseignants, les infirmiers de l'éducation nationale, pour éviter au maximum notre ennemi juré, qui est l'absentéisme scolaire, qui est vraiment un facteur de gravité, particulièrement chez les adolescents. Ensuite, pour répondre à votre question sur les prédispositions, alors oui, il y a des facteurs de prédisposition. Donc, ce qui est probablement le plus connu, c'est la prédisposition génétique et avoir un antécédent
familiale de migraine est un facteur de risque de migraine. Certaines formes rares de migraine ont un gène très précis identifié, mais dans la plupart des cas, c'est un phénomène complexe qu'on ne peut pas identifier avec des bilans sanguins actuellement. Mais en tout cas, voilà, avoir des parents migraineux, par exemple, prédispose à être migraineux. D'autres facteurs sont connus comme étant associés statistiquement à la migraine, comme l'anxiété et la dépression, mais on ne connaît pas vraiment le lien de cause à effet entre les deux. Et puis, certains enfants vont présenter très jeunes des équivalents migraineux, comme les vomissements cycliques ou le mal des transports, qui va être pour nous un indice qui montre que cet enfant est migraineux et va évoluer probablement vers une migraine typique. La migraine de l'enfant est-elle différente de la migraine de l'adulte? Quels en sont les symptômes, les étapes? Donc, c'est la même maladie. On parle de migraine, c'est la même maladie neurologique chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte. Mais effectivement, l'expression va être un peu différente. Et dans les classifications diagnostiques, il y a des critères un petit peu plus spécifiques aux enfants, avec notamment des durées des crises qui sont plus courtes, et tant mieux, mais qui peuvent être de 2 heures, par exemple, contrairement à 4 chez les adultes. Et des maux de tête qui sont plus souvent bilatéraux vers les deux parties du front ou les deux tempes chez les enfants. Ensuite, les signes associés comme la gêne au bruit et à la lumière sont pas forcément décrits par l'enfant spontanément, mais sont observés quand même, notamment par les parents. Comment est-ce qu'une même maladie peut-elle entraîner des symptômes aussi différents? Eh bien, comme on l'a dit, c'est une maladie neurologique et la caractéristique principale de l'enfant, c'est d'être une personne en développement avec un cerveau qui se développe et qui mature progressivement, ce qui explique finalement ce que des symptômes puissent évoluer avec l'âge et qu'on peut avoir un équivalent migraineux à type de vomissement cyclique quand on est petit, puis une migraine plus typique à l'adolescence ou à l'âge adulte. Alors, vous avez commencé à expliquer comment se passait une première consultation, mais on aimerait quand même aller un peu plus loin avec vous. Quels mots employer face aux enfants, face aux parents, et comment faites-vous, vous, pour mieux impliquer les enfants? Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais bien sûr, il faut mettre l'enfant au centre du trio de la consultation pédiatrique et toujours lui laisser sa place. Donc, c'est l'enfant qui doit décrire les symptômes avec ses mots ou en dessinant éventuellement, et le parent va compléter avec ses propres éléments. Donc, le médecin, bien entendu, doit s'adapter au niveau de développement de l'enfant, mais à partir du moment où on leur laisse la place, la plupart des enfants sont capables de décrire plutôt bien leurs symptômes. Ensuite, dans la prise en charge, en tout cas au départ, moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent signaler le début de la crise, donc apprendre à reconnaître le début de la crise, comme disait Rachel dans le témoignage, pour aller voir la maîtresse réclamer son traitement, et qu'ils puissent tenir un agenda de crise avec leurs parents, donc sur un agenda papier ou un agenda électronique, comme on connaît par exemple l'application Apo Migraine. Donc le médecin, vraiment, son rôle, c'est de laisser de la place à l'enfant. Et ce n'est pas toujours spontanément le cas, surtout si on n'est pas pédiatre de formation. Mais les enfants sont capables de décrire beaucoup de choses. Ouais. Alors, la Voix des migraineux a conçu une brochure pour expliquer la migraine aux enfants avec des mots simples, sans éluder la réalité. On voit quelques-unes de ces pages à l'écran. L'objectif, c'est d'aider l'enfant à comprendre, à gérer aussi sa pathologie. Une réaction à cette brochure que vous avez vous-même validée, docteur, qu'est-ce qu'elle va apporter concrètement aux enfants ? Oui, tout à fait. Alors, cette brochure, elle existe, elle est très bien pour les enfants. D'autres brochures existent et sont très bien aussi, peuvent être plutôt adaptées aux adolescents. Mais elle va permettre de reprendre tranquillement à la maison tout ce qui s'est dit en consultation. On imagine bien que pendant une consultation, un enfant ou même un adulte ne va pas pouvoir retenir tout ce qu'on a dit. Et ce type de document va l'aider à reprendre à froid, tranquillement avec ses parents, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Donc, c'est extrêmement important pour fixer les informations. Après, bien sûr, ils pourront servir aussi de sorte de livret pour expliquer à leurs camarades à l'école, à leurs enseignants, ce qui leur arrive. Ouais, le but des consultations est bien évidemment de comprendre ce qu'il se passe et aussi de soulager la douleur. Quelles solutions proposez-vous aux enfants ? Que leur proposez-vous comme traitement ?
Alors, d'abord, on a donc tout ce travail d'explication sur la maladie, puis sur les traitements, en séparant bien les traitements de crise des traitements de fond. Les traitements de crise étant destinés à être pris le plus vite possible quand la migraine arrive, pour qu'elle dure moins longtemps. Donc, il existe plusieurs types de médicaments dans ce cadre. Effectivement, comme le disait Sabine tout à l'heure, des médicaments existent qu'on peut prescrire aux enfants et qui sont tout à fait efficaces. Pour ce qui concerne les traitements de fond, donc on en parle assez systématiquement lors des premières consultations, mais ils seront particulièrement indiqués quand la fréquence dépasse 1 à 2 épisodes par semaine et pendant plusieurs semaines, d'où l'intérêt des agendas pour être certain de l'indication. Ces traitements de fond pourront être des médicaments, mais généralement en seconde intention. En première intention, chez les enfants et les adolescents, on va privilégier les traitements de fond non médicamenteux. Déjà, tenir son agenda, repérer les facteurs déclenchants, apprendre à gérer les facteurs déclenchants, et puis éventuellement apprendre une technique de relaxation, de gestion du stress, surtout si le stress est identifié comme un facteur déclenchant pour cet enfant. Donc les traitements de fond, c'est finalement très vaste. Docteur, vous restez avec nous. On va maintenant prendre les questions sur le sujet. Vous avez la parole. Et avant de prendre vos questions, vous qui nous regardez, eh bien, nous accueillons sur ce plateau Céline, migraineuse depuis 20 ans et fondatrice de l'appli Apo pour les migraineux dont parlait le docteur à l'instant. Bonjour Céline. Bonjour. Et Laetitia, migraineuse, vous aussi depuis 20 ans, membre fondatrice de l'association. Laetitia, je vous laisse poser votre question au docteur avec Couturier. Bonjour docteur. À partir de quel âge peut-on donner un traitement chez l'enfant ? Bonjour. Vous parlez plutôt des traitements de crise ? Oui. Oui. Alors, vraiment, il n'y a pas d'âge limite, hein. À tout âge, on peut trouver un traitement de crise adapté. C'est vrai que généralement, les enfants qu'on voit en consultation, c'est quand même rarement avant 3 ans. C'est possible que ça existe avant, mais à mon avis, le temps qu'on s'en rende compte et qu'on puisse comprendre que c'est la migraine, on les voit rarement arriver avant. Et on peut tout à fait donner des médicaments, notamment l'ibuprofène, avec des formes pédiatriques en suspension buvable ou des préparations, éventuellement, s'il le faut. Alors, autre question, Céline ? Oui, bonjour docteur. Est-ce qu'un migraineux enfant sera forcément migraineux à l'âge adulte et est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre la sévérité de la migraine durant l'enfance et la probabilité d'être migraineux à l'âge adulte ? Alors, là, il peut y avoir des contradictions entre ce qu'on observe dans la vraie vie et des études qui sont parfois un peu pessimistes sur la sévérité à l'âge adulte quand la maladie est sévère pendant l'enfance. Moi, j'ai tendance à délivrer plutôt un message optimiste, c'est-à-dire que quand on est migraineux toute sa vie, c'est vrai, mais naturellement, il y aura des hauts et des bas, et plus on apprend tôt à gérer sa maladie, à comprendre sa maladie et à avoir un traitement de crise adapté ou un traitement de fond s'il le faut, plus on va avoir une qualité de vie normale et on va la garder à l'âge adulte. C'est ce qu'on a appris pendant l'enfance, cette gestion, on va la garder à l'âge adulte. Donc j'ai tendance à avoir plutôt un message optimiste. Après, évidemment, sans mentir aux enfants, est-ce qu'on reste migraineux ? Oui, mais est-ce que c'est forcément grave ? Non. Alors, on a beaucoup de questions de téléspectateurs. Docteur, je vous en livre une de Tristan qui nous demande quelles activités ou loisirs peut-on proposer aux enfants sévèrement touchés par la migraine pour ne pas qu'ils se coupent du lien social. On le voit, c'est parfois difficile de garder ce lien lorsque l'on a des migraines à répétition. Oui, c'est très important d'avoir une activité de loisir. De l'activité physique, si possible, c'est mieux, mais ça peut être aussi une activité artistique qui, effectivement, les garde dans un lien social. Donc moi, je ne recommande pas de sport en particulier. Je pense que du moment qu'ils bougent, ces enfants, et que ça leur fait plaisir, c'est bien. Donc j'ai des enfants qui font bien sûr du foot, de la danse, de l'équitation, des patients qui font tout ça, mais j'ai aussi eu des patients qui faisaient de la pétanque, du golf ou d'autres choses, et c'était très bien aussi. Il n'y a pas d'activité proscrite. Je n'ai pas d'activité privilégiée à recommander. C'est vraiment, ça doit leur faire plaisir avant tout. Autre question de Saïd. Quel type de médecin faut-il aller voir pour avoir un diagnostic de migraine chez l'enfant ? Existe-t-il des centres spécialisés, notamment en France ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs niveaux possibles, hein. C'est-à-dire le premier niveau, c'est le médecin généraliste. Et dans une certaine mesure, les médecins généralistes doivent pouvoir évoquer le diagnostic, demander de l'aide, bien sûr, s'ils en ont besoin, et proposer un premier traitement de crise simple. Le deuxième niveau, ce seront les pédiatres, par exemple les pédiatres libéraux, qui sont des gens formés particulièrement à la médecine de l'enfant. Et le troisième niveau, ce seront les consultations de douleur et ce qu'on appelle en France les structures douleurs chroniques, qui existent partout en France, dont certaines sont exclusivement pédiatriques et dont on peut retrouver l'annuaire sur le site du ministère de la Santé ou de la SFETD, probablement également sur le site de l'association. Alors, autre question, hein, docteur, question de Sandrine, qui dit « Je souhaiterais savoir s'il peut y avoir un lien entre diabète de type 1 et migraine. » Pour son enfant. J'imagine, oui, pour son Probablement. enfant. Pour un Oui, enfant qui a un diabète de oui. type 1. À ma connaissance, il n'y a pas de lien direct entre les deux. La migraine est quand même beaucoup plus fréquente comme maladie que le diabète de type 1 chez l'enfant. Et la migraine étant très fréquente, eh bien, on peut malheureusement être un enfant et avoir une maladie chronique X ou Y et une migraine en plus. Donc ça, effectivement, ce sont des choses qui arrivent, qu'un enfant ait un diabète, une mucoviscidose, une épilepsie et en plus une migraine. Donc c'est sûr que ce sont des situations qui sont difficiles à gérer doublement. Alors, autre question que vous pose Yann. Mon enfant a souvent mal à la tête, il est pâle et prostré. Que lui donner et à partir de quand consulter? Alors, je ne peux pas prescrire ici en visio à cet enfant ou adolescent, hein, bien entendu. Je pense qu'il faut consulter à partir du moment où ça se répète. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la vie de l'enfant, qui va du coup le gêner. Il faut consulter parce que ça se répète. Si c'est déjà arrivé plus de À 5 quel fois, rythme? 5 fois? peu importe le rythme, en fait, hein, on a des enfants migraineux qui sont diagnostiqués tard parce qu'ils font peu de crises, en fait, et qu'elles sont très espacées. Mais si c'est déjà arrivé 5 fois ou moins, mais avec des crises très longues, je pense qu'il faut quand même l'évoquer et en parler à son médecin. Hmm. Vous évoquiez, et effectivement Fanny et Rachel l'évoquaient aussi, ce lien entre parents et enfants, le fait que effectivement quand on a des parents migraineux, il y ait parfois une probabilité que les enfants le soient aussi. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Est-ce qu'on sait quelle est la probabilité que des parents migraineux aient des enfants eux aussi migraineux? Alors, moi, non, je n'ai pas de chiffre en tête et je pense que c'est pas plus mal. J'imagine quand même l'angoisse d'une migraineuse enceinte qui saurait précisément le risque que son enfant soit migraineux. Et je ne sais pas si ce serait bien de le savoir. Mais il y a un risque, c'est sûr. Après, on n'est pas dans de la statistique précise comme pour certaines maladies génétiques. C'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe, comme je le disais. Et il y a ces facteurs génétiques familiaux qui vont abaisser le seuil de la migraine et donc augmenter le facteur de risque. Mais on n'est pas dans un calcul vraiment possible à l'avance. Mmh. Après, avoir un parent migraineux, ça peut être un avantage, hein, parce que les crises sont reconnues plus facilement. Les parents migraineux savent aussi plus facilement ce qu'il faut faire. Alors, une dernière question, elle nous est envoyée par Odile. Que faire si aucun traitement ne fonctionne chez l'enfant? Alors, on peut toujours faire des choses et des traitements. Enfin, sincèrement, on en trouve quand même toujours qui fonctionnent. Par contre, il faut souvent s'interroger sur l'éducation thérapeutique, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant prend suffisamment vite son traitement? Est-ce qu'il y a des barrières à la prise du traitement à l'école? Et si on ne s'arrête pas juste sur le médicament, qu'on prend un peu de recul sur l'environnement de l'enfant, en général, on trouve des solutions. Le médicament peut être un problème, mais tout ce qu'il y a autour peut être un problème encore plus important. Merci, docteur Havé-Couturier, d'avoir été en à vous. duplex avec nous. Merci de nous avoir permis de mieux connaître et de mieux comprendre la migraine de l'enfant.